Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans l'émission, on parle ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré aux conséquences de cet incendie meurtrier à Crans-Montana, un drame survenu sur le territoire suisse dans un bar qui présentait manifestement des manquements aux normes de sécurité. Dans la foulée, le préfet de police de Paris a annoncé une série de contrôles dans les établissements parisiens pour se prémunir d'un accident similaire. Alors quelle différence entre bar festif et boîte de nuit ? La réglementation est-elle identique en France et en Suisse ? Est-elle suffisamment exigeante, suffisamment uniforme surtout ? Eh bien, on essaye de répondre à toutes ces questions avec nos invités autour de la table. En culture, des promenades égyptologiques dans Paris, la capitale, est le symbole de notre fascination pour l'Égypte antique et ses merveilles. Angela Stienne nous présente cette histoire avec beaucoup de poésie tout à l'heure dans l'entretien culture. Elle est égyptologue de la conso, enfin, qui vous concerne, ces cadeaux de Noël dont vous ne voulez pas, qui ne vous ont pas fait plaisir sous le sapin et dont vous espérez bien pouvoir vous débarrasser. Vous voulez les retourner en magasin, vous voulez les revendre, et bien on vous donne toutes les bonnes astuces en fin d'émission avec IFC Que Choisir. Après le drame survenu en Suisse dans un bar à Crans-Montana, le préfet de police de Paris a annoncé des contrôles dans les établissements de nuit parisiens. L'objectif est clair, éviter un drame similaire dans les lieux festifs de la capitale. On va en parler avec nos invités autour de la table et en visio. Tony Gomez, merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Vous êtes dirigeant d'établissement de nuit. Vous êtes accompagné de Franck Delvaux, président de l'UMI Paris Île-de-France, de Pauline Landé-Barrault, journaliste au service Web Éco du Figaro, et en visio avec nous Christian Jouni, délégué général du syndicat national des discothèques et lieux de loisirs. Ce bilan terrible, 40 morts et 116 blessés dans ce bar, le bar Constellation à Crans-Montana, un drame terrible survenu pendant le Nouvel An qui met en avant un certain nombre de manquements en matière de sécurité. Un tel drame ne peut arriver que s'il y a un certain nombre de manquements qui s'accumulent, comme on a pu le voir dans ce bar, Tony Gomez. Complètement, oui, on le voit sur les images qui ont été tournées par des vidéastes amateurs. Les sparklers, oui, malheureusement, ils frôlent le plafond, un plafond qui n'est pas inifugé, avec des matériaux hautement inflammables, donc qui s'enflamment. Vous pensez notamment à cette mousse, cette mousse, voilà, exactement, insonorisante, qui aurait pu être inifugée. La même inifugée, il ne se passait rien. Il y aurait eu quelques traces au plafond, mais là, en l'espace de quelques minutes, on avait de la lave qui nous tombait dessus. On s'est retrouvés à Pompéi, et c'était l'horreur. Franck Delvaux, est-ce que des conditions similaires peuvent exister en France ? Puisque là, évidemment, on fait le focus sur ce bar qui aura à répondre d'un certain nombre de choses, évidemment. Est-ce que ça peut arriver aussi en France ? On a des situations similaires dans certains établissements. Alors déjà, permettez-moi d'avoir une pensée forte pour les 40 personnes qui sont décédées, les 119 blessés, dont un certain nombre de nos compatriotes, des blessés graves, très graves, qui vont avoir à se reconstruire. Et aussi d'avoir une pensée pour tous les aidants, tout le personnel. On a vu comment le personnel, les pompiers, les médecins étaient meurtris, étaient meurtris et marqués par ce drame. Et dans les morts, il y a beaucoup de jeunes qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans. Qui étaient venus faire la fête. Qui étaient venus faire la fête, et ça, c'est terrible. Donc il faut déjà avoir une pensée pour ça, une pensée forte. Après, vous me posez la question, est-ce que ça peut se passer en France ? Alors, je voudrais vous dire non, bien évidemment. Mais on n'est jamais sûr de rien. Par contre, on a quand même, si vous voulez, en France, des lois, des commissions de sécurité, des commissions incendie qui sont là. Le règlement sur la sécurité incendie est très fort en France. Et on a, dans des commissions de sécurité, peut-être pas assez souvent, mais des visites pour voir si tout est aux normes. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, on l'a demandé à l'UMI Paris Île-de-France dès le lendemain, c'est dès aujourd'hui, et le préfet nous le rappelle d'ailleurs, le préfet nous dit interdiction d'utilisation de bougies de flammes nues. Je pense qu'il faut arrêter ça tout de suite. Tout de suite, c'est pas compliqué, c'est facile. Dès aujourd'hui, dès hier, et certains l'ont déjà fait, terminer les feux de Bengale, terminer les bougies étincelantes. On peut très bien, même des systèmes LED, la nature ayant horreur du vide. On a eu déjà des propositions commerciales de bougies type LED, mais il faut stopper ça. C'est en tout cas ce qu'a demandé le maire de Crans-Montana. Il a demandé cette interdiction immédiate, en réaction évidemment à ce drame justement. Nous, on demande en France à ce que ce soit stoppé immédiatement. Il y a 10 ans,
Rappelons-nous à Rouen, le coup bas livré, c'est parti de la même façon avec des bougies éteinces. Alors on va nous dire, oui, mais si ça a été mieux, ok, mais c'est parti de là. Et demain, même si c'est protégé, ça peut incendier un pull, ça peut incendier un chemisier. Donc arrêtons ça. Et donc derrière, les risques s'accumulent, C'est pas compliqué à arrêter et c'est facile. Donc s'il vous plaît, arrêtons ça. Et moi j'appelle tous les gérants de boîtes, de bars à arrêter ça immédiatement. Christian Jouni, une réaction par rapport à, c'est vrai, ces réactions un petit peu à chaud après ce drame à Crans-Montana. Est-ce qu'on réagit toujours trop tard? Est-ce qu'on réagit bien sûr dans l'émotion, bien sûr dans la responsabilité de ce qui s'est passé en Suisse? Est-ce que pour autant c'est une occasion de faire les choses mieux et de les faire avec un plus haut niveau de sécurité? C'est évident. Un drame comme celui qu'on vient de vivre n'a pas sa place en 2026. Moi, je crois qu'il y a plusieurs choses à dire en premier lieu. Je crois que ce drame en question, il est tributaire évidemment d'un grand nombre de manquements, me semble-t-il. Moi, je ne suis pas enquêteur, mais par expérience, dès les premières images, il y a quand même 2 éléments qui m'ont frappé. Le premier, c'est la rapidité à laquelle le feu s'est répandu. Donc effectivement, il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui lui permette un accélérateur d'une certaine manière pour qu'il aille aussi vite. Et puis le deuxième élément, c'est manifestement un problème de manquement aux règles élémentaires de sécurité incendie, puisque vous voyez des clients qui s'emparent de chaises et qui cherchent à détruire les vitres qui sont face à eux pour tenter de fuir cet incendie. Donc là, il y a un problème. Alors évidemment, comme toujours en pareille situation, on focalise sur un certain nombre de sujets. Là, pour le coup, on est sur les bougies. La flamme vive a toujours été interdite en discothèque, mais je crois qu'il faut distinguer 2 choses. Le niveau de sécurité incendie qui est celui des discothèques est extrêmement élevé, et chacun d'entre nous le sait. Le cahier des charges qui répond à l'ouverture d'une discothèque et qui doit être respecté à la lettre permet justement de maintenir un niveau de sécurité incendie extrêmement élevé. Et je crois que le problème auquel on est confronté, ce n'est pas les bougies en soi. La bougie, si vous voulez, c'est l'allumette qu'on approche auprès d'un récipient incendie, un récipient d'essence par exemple. C'est à peu près de même nature. Je crois que ce qu'il faut rappeler, c'est que dans des discothèques, parce qu'il y a une forme d'amalgame qui a été faite, et ça je le déplore, je crois qu'il est utile de rappeler que les discothèques en France sont probablement les lieux les plus sûrs en matière de sécurité incendie. Chacun d'entre nous sait que dans ces lieux, et uniquement dans ces lieux, des alarmes incendie sont présentes en fonction de la catégorie à laquelle il appartient. En fait, c'est cette différence de traitement entre ces bars festifs et ces boîtes de nuit. C'est vrai que ça fait beaucoup partie des discussions depuis ce terrible drame à Crans-Montana. Pauline Landais-Barrot, vous avez échangé avec un certain nombre de professionnels du secteur suite à l'annonce du préfet de police de Paris de mener un certain nombre d'investigations et de contrôles. C'est vrai que c'est un sujet qui revient très souvent. Oui, et c'est le fond du problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en sécurité dans un établissement qui pratique ce pourquoi il a été homologué. Donc à chaque nouvelle ouverture, il y a une commission de sécurité, vous l'avez dit, Monsieur Delvaux, qui passe et qui contrôle qu'il y a suffisamment d'issues de secours par rapport au nombre de personnes qui peuvent entrer dans l'établissement, etc., etc. Et donc, il faut que ça soit en adéquation avec ce pourquoi le lieu a été ouvert. Si c'est une discothèque, voilà, il faut que ça réponde aux normes d'une boîte de nuit. Si c'est un bar ou un restaurant, il faut que ça réponde aux normes de bar et restaurant. Et si c'est un bar festif, puisque là, c'est toute la question, on est dans cet entre-deux un petit peu complexe. C'est un bar. Mais le problème, c'est que les mêmes règles, quand on a une activité, la même activité, on doit obéir aux mêmes règles. Point à la ligne. Si demain, un établissement, il a des DJ, et les gens dansent, on y vend des bouteilles, on fait la fête jusqu'à 5h du matin. C'est donc une boîte de nuit ? C'est une boîte de nuit. Le problème, c'est que les boîtes de nuit ont changé. Moi qui ai des boîtes de nuit depuis 50 ans, avant, une boîte de nuit, c'était une piste de danse, il n'y avait même pas de table, on ne consommait pas... Maintenant, il y a de nouvelles formes. Maintenant, les gens dandinent, il n'y a même plus de piste de danse. Donc, faut juste comprendre qu'un bar, c'est pas l'enseigne qui fait ni la désignation qui fait l'activité, c'est l'activité qui fait le lieu. Donc si un lieu a une activité de boîte de nuit, il doit avoir et obéir à des règles qu'on impose à des boîtes de nuit. Le drame, et lui, va pas me contredire, en 80, il y avait 4000 boîtes de nuit, en 2000, il en restait 2000, en 2025, il n'y en a plus que 1002. Pourquoi ? Parce que les boîtes se sont fait... mais
carrément détruire par cette concurrence, j'ai presque envie de dire déloyale. Parce qu'évidemment, on n'est pas face aux mêmes obligations. Et surtout... Et donc, au même cahier des charges. Voilà, et surtout, c'est que cette nuit a évolué, elle a changé. Moi, j'ai découvert la nuit qu'on vit maintenant à Los Angeles dans les années 80, les établissements fermés à 2h du matin. Maintenant, les gens qui travaillent, ils ne peuvent plus rentrer à 6, 7h du matin comme avant. Donc, ils veulent commencer la fête plus tôt. Donc, ils vont où on leur offre une fête à partir de 22h, 23h. C'est les bars, c'est les restaurants. Voilà. Franck Delvaux, on doit aller vers une uniformisation des cahiers des charges et donc derrière des normes à respecter. Alors, je vais être obligé d'être un peu technique pour resituer le débat. Vous avez le type N. Le type N, c'est café, bar, restaurant. Oui. Qui est assujetti à certaines règles de sécurité. Le type P, c'est discothèque, c'est là où on peut danser avec des règles de sécurité beaucoup plus importantes, notamment une sécurité incendie qui fait que s'il y a un début d'incendie, la musique doit s'arrêter. Là, on a vu quand même qu'en Suisse, la musique continuait même pendant que ça brûlait. Et ce qui empêche à ceux qui sont pris au piège de s'organiser, de communiquer et donc de s'échapper. La musique doit s'arrêter, il doit y avoir un message d'alarme qui circule, la lumière blanche doit s'allumer, et puis surtout, il doit y avoir du désenfumage. Ce qui n'est pas le cas dans un type N. Effectivement, Suez l'a souligné, la nuit a évolué, surtout après le Covid, où on voit maintenant ce type de bars qui deviennent lounge, c'est un peu l'expression bar lounge. Quand la musique est aussi forte et qu'on danse, c'est plus du lounge. Quand on vend des bouteilles... Lounge plus. Alors, est-ce qu'il faut aussi peut-être avoir un intermédiaire en ce type N et ce type P, des N qui ne sont pas vraiment des discothèques, mais qui ne sont plus non plus vraiment des restaurants. Donc peut-être qu'il faut une réglementation intermédiaire. Mais est-ce que ça ne compliquerait pas encore les choses et derrière, ça ne créerait pas des vides juridiques à profusion? Des vides juridiques. Après, il y a quand même des choses de base. Il y a quand même des choses de base. On l'a souligné, quand vous allez dans un établissement, d'ailleurs que ce soit un restaurant, un magasin, etc., vous voyez des issues de secours. C'est signalé. Il y a des blocs autonomes. Pourquoi ils sont autonomes? Parce qu'en cas d'incendie, en cas de coupure d'électricité, ils restent allumés. Attention, là, elle était fermée. Et là, ça vous dirige vers les issues de secours et elles doivent être clairement identifiées, ouvertes et accessibles. Ce qui n'était pas le cas à ça, quand même, c'est le cas partout. Hein. Vous allez dans un magasin, dans un café, un restaurant, une boîte, c'est pareil. Ça, c'est quand même la première chose. Et la base? Il doit y avoir des extincteurs. Et les extincteurs, demain, je vous donne un extincteur, vous allez me dire, j'en fais quoi? Il faut une formation pour savoir servir d'un extincteur. Donc ça aussi, c'est tous les ans, en France... On doit contrôler les extincteurs une fois par an. Il doit avoir une formation sécurité incendie. Donc on a quand même aussi... Et le préfet, qu'est-ce qu'il fait le préfet dans le courrier? En fait, il nous rappelle les règles de sécurité. Il nous rappelle les règles de sécurité. C'est nécessaire? Bien sûr, bien sûr. Moi j'espère que tous les gérants de restaurants, de boîtes et même de magasins, dès le lendemain, sont allés voir si leur issue de secours était bien accessible. Pauline Landé-Barros, c'est des discussions que vous avez eues avec des tenanciers d'établissements. Ils vous ont décrit cette situation, cette peur aussi, on l'imagine, l'attente de voir un tel drame arriver chez eux et donc derrière un certain nombre de prises en considération de ces effets? Tout à fait. Beaucoup m'ont dit que ça ne pourrait pas arriver en France pour la simple et bonne raison que, oui, il y a ces commissions de sécurité qui passent régulièrement, que les normes françaises, en tout cas, il faudrait vraiment comparer à ce qui se fait en Suisse. La question se pose de savoir si les normes de sécurité sont aussi exigeantes en Suisse qu'en France. Mais apparemment, en France, elles sont très exigeantes et ça ne pourrait pas arriver quand les établissements suivent parfaitement les règles. C'est impossible. Après, il faut jamais dire jamais. Il y a forcément des... Et puis, il suffit que la commission de sécurité passe, vous donne le go parce que tous les feux sont au vert, mais vous bougez un élément de déco, vous bloquez une sortie de secours. Et le risque, bien sûr. Et quand on dit établissement, ERP, établissement recevant du public, vous avez des normes. Quand vous avez et une responsabilité vis-à-vis de ce public. Mais quand vous avez un établissement, moi j'invite toutes les personnes qui vont dans des lieux de nuit, etc., à regarder déjà où est l'issue de secours et si elle est bien dégagée. Et deuxièmement... Pardon, mais ça c'est extrêmement désagréable. Ça veut dire qu'on doit, oui, certes, se responsabiliser, j'entends ce que vous dites, mais se dire qu'on va faire la fête, mais se dire, OK, s'il y a un attentat, s'il y a un incendie, je sors par là. Vous savez, malheureusement, oui. Et deuxièmement, établissement recevant du public, quand vous êtes structuré pour recevoir 100 personnes, c'est pas pour en recevoir 200 ou 300. Et si vous allez dans un endroit, dans un endroit où il y a la fête et ça se passe en bas, et que vous voyez qu'il y a 50 personnes, vous pouvez à peine bouger, mais moi je reste pas, je repars. Je reste pas.
Parce que s'il y a un problème, voilà ce qui arrive. Et ce qu'il y avait eu aussi au Cuba Libre, c'était exactement la même chose. Mais exactement vous la dites même chose. que ça ne peut pas arriver en France. Malheureusement, bien sûr que ça peut arriver. Pourquoi ? Parce que là, vous parlez de 1200 établissements qui sont ultra contrôlés. En revanche, il y a des milliers d'établissements qui ne le sont pas. Pour quelle raison? Parce qu'ils passent en dessous les radars. Ils ne sont pas concernés comme des bars. Malheureusement, on est une société à deux vitesses. Il y a deux sortes de gens, on le voit. Ceux qui respectent les lois et qui font attention, et ceux qui ne respectent rien. Je pense que dans cet établissement, on a affaire à des gens qu'on n'en veut rien à faire de la sécurité. La preuve, ils ont fait les travaux eux-mêmes. Voilà encore un sujet. Les travaux faits par quelqu'un, il doit fournir les factures. Là, quelque part, il faut responsabiliser les gens. Là, il y a une chaîne de responsabilité. Ça commence par le propriétaire qui met des produits non appropriés et dangereux. Inflammables. Celui qui les pose, qui accepte de poser en sachant évidemment que c'est dangereux. Même j'appelle les employés, quand vous travaillez dans un lieu à risque, il faut monter au créneau. Il y a deux solutions, ou vous êtes complice ou vous êtes inconscient. Dans les deux cas, c'est débile. Et vous présentez en effet cette chaîne de responsabilité. Bien sûr. J'aimerais qu'on donne la parole à Christian Jouni sur ces différents éléments. On a parlé des contrôles qui sont peut-être plus fréquents en France. Là, il n'y avait pas eu de contrôle entre 2020 et 2025. Et le dernier contrôle avait validé cette mousse insonorisante particulièrement inflammable. Vous le confirmez, ça ne peut pas arriver en France. Et surtout, les établissements que vous représentez ne sont pas dans ces cas de figure? Absolument pas. C'est pour ça que la discussion m'intéresse, l'échange est très intéressant, mais franchement, je ne vois pas en quoi les discothèques sont concernées par ce qui vient d'arriver. Sincèrement, le risque zéro par nature n'existe pas. Mais quand j'entends aujourd'hui, attention, il faut vérifier les issues de secours, etc. Mais quand on connaît le niveau de prévention d'une discothèque, on ne peut même pas se poser ce type de questions. Vous avez aujourd'hui des registres de sécurité qui doivent être à jour avec du matériel qui doit toujours être en capacité d'être efficace, et H24. Vous avez, comme ça a été dit tout à l'heure, des alarmes incendies qui sont dotées précisément pour ces établissements qui reçoivent du public et qui ont des missions spécifiques. La coupure de la sono en est une, la coupure du micro du disque jockey en est une autre. Quand on diffuse de la musique amplifiée, c'est la première chose à faire, couper la sono. Ensuite, le message qui est alimenté sur des sources complètement différentes, puisqu'il s'agit de batterie, il y a un message d'évacuation qui est évidemment diffusé, et pendant tout ce temps, les blocs de secours font leur utilisation, c'est-à-dire qu'ils indiquent là où sont les issues de secours. Et j'ajoute, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, les issues de secours d'une discothèque sont précisément dimensionnées en unités de passage en fonction de sa capacité sa capacité d'accueil. Et donc, le nombre de personnes qui pénètrent à l'intérieur d'une discothèque aujourd'hui est sûr de pouvoir quitter les lieux dans les meilleures conditions. Qu'il y arrive, qu'un incendie se déclare, qu'un incident électrique intervienne, dans tous les cas de figure, on est en capacité de les évacuer. Ensuite, évidemment, nos collaborateurs sont formés chaque année à tous ces types d'interventions et notamment aux évacuations de la clientèle pour les ramener dans des lieux sécurisés qu'on appelle des lieux de rassemblement. Donc voilà, je crois que là encore, on a raison de se poser des bonnes questions, mais il faut plutôt s'inspirer de ce qu'on a pu faire en matière de sécurité incendie dans tous ces lieux qu'on a appelés classement P discothèque, ça a une raison, ça a un sens, et il faut généraliser cette réglementation-là à toutes celles et ceux qui s'improvisent aujourd'hui discothèque. Et il y en a, ça a été dit, qui justement ont transformé leur activité de restauration en quasi-discothèque. Vous en avez, en région parisienne, on en connaît. Je veux dire, vous avez des capacités d'accueil qui sont très au-delà de... Oui, mais bien sûr, je prends l'exemple de la région parisienne parce qu'on en parlait tout à l'heure, puisque les contrôles sont diligentés par la préfecture. Et je pense que ça répond d'ailleurs aux demandes qu'on a pu formuler les uns et les autres depuis 72 heures. Je pense qu'il est temps de faire un bilan de la situation. Est-ce que cette mise aux normes coûte cher? Est-ce que bien ça sûr, coûte ça coûte cher très cher. C'est pour ça que la concurrence bien sûr que ça coûte très très cher. Ça coûte très cher. Pourquoi? Parce que ce sont des investissements, ce sont des travaux. En plus, une législation qui évolue, ça veut dire que il faut se remettre aux normes, etc. Mais ce que je voulais signaler, et ça rejoint ce qui a été dit, c'est que nous, on ne vit pas les commissions de sécurité comme de la répression.
on le voit comme de la prévention. Moi, j'ai vécu des dizaines de commissions de sécurité. À chaque fois, j'apprends quelque chose et je le transmets. C'est-à-dire les pompiers nous expliquent et on le transmet à notre personnel et on a cette idée de transmission et de pédagogique. Ce que je reproche, c'est que beaucoup de gens qui ont des établissements hors normes voient tout comme de la répression, en disant « oh là là, on veut m'interdire ». Parce qu'ils se disent que ça va leur coûter cher, on l'imaginait aussi. Non, parce que c'est une mentalité. Je pense que malheureusement, on est face à une mentalité qui est très très particulière de gens qui en ont rien à faire de la sécurité. Et je pense que ça, Franck Delvaux, comment est-ce qu'on peut soutenir ceux qui sont aujourd'hui propriétaires d'établissements un peu entre les deux, on va dire, de ces bars festifs, et qui se disent « oui, mais si je mène des investissements comme il le faudrait pour assurer une sécurité totale de mon établissement, ça va me coûter cher ». Est-ce qu'on peut les aider ? Est-ce qu'il y a des aides d'État qui sont prévues ? Non, il n'y a pas d'aide d'État là tout de suite, peut-être il y en aura. Nous, on a demandé un rendez-vous à le ministère de l'Intérieur. On va rencontrer aussi le préfet de police de Paris, préfet Faure. Ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être entre le type N et le type P, peut-être qu'il faut avoir une catégorie intermédiaire d'un établissement qui n'est pas 100% discothèque, mais qui n'est pas 100% restaurant. Notamment, moi, ça serait un premier pas, Tony Gomez ? Sur la sécurité incendie, où, on l'a dit, on coupe, la musique se coupe, la lumière s'allume, il y a un message d'évacuation, etc. Et quand même, ce que je voudrais dire, c'est très important. En France, moi, dans une autre vie, j'ai fait partie de commission de sécurité. C'est impossible qu'un pompier, en France, d'une commission de sécurité, valide ce qu'il y avait comme revêtement au plafond. C'est impossible. Il n'y a aucun pompier en France qui va valider ça. Parce que c'est trop dangereux. Pour en venir à votre question, on va prendre le cas présent. Ce bar, parce que c'est un bar, je ne veux pas qu'on dise que c'est une boîte de nuit, parce que c'est vraiment jeter de l'huile sur le feu, sans faire de mauvais jeu de mots, et discréditer une profession qui n'est pas concernée. Donc dans ce bar, si les réflexes de sécurité ne coûtent pas cher. C'est simple, on prend un matériau, avant de le poser, on prend une allumette, un briquet, on le chauffe, s'il s'enflamme, c'est qu'il n'est pas bon. S'il y a des extincteurs, cet établissement, dans le cas présent, et qu'on arrête de dire les sparklers, c'est comme l'a dit monsieur, et c'est le mot que j'employais, ce sont des allumettes. Si le plafond avait été comme il devrait être, on n'en serait pas là. Point à la ligne. S'il y avait eu un extincteur, on n'en serait pas là. Si le personnel avait été formé, on n'en serait pas là. Là, il y a eu une succession de négligence et de manque de professionnalisme qui est évident. Le DJ, faut être fou de ne pas couper la musique tout de suite. Évidemment qu'on ne va pas demander à tous les établissements, le bar de quartier, de mettre un système de sparklers, etc. C'est pas possible. En revanche, de former les gens. Mais ce qu'il faut, c'est que, bien sûr, il faut que le bon sens reprenne sa place. Et surtout, il faut que des règles soient suffisamment intelligentes pour être appliquées. Facilement. Et surtout, parce que je vais prendre un autre exemple qui choque les... Moi, je fais partie... J'ai lancé un think tank qui s'appelle les Sentinelles, qui est un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que je rencontre des gens sur des sujets précis pour justement faire avancer la société. On va prendre un autre exemple. Les gens qui ont des commerces, à qui on va leur mettre une amende parce qu'ils ont débordé sur le domaine public, en disant oui, vous êtes sur la voie publique. Et à côté de ça, en face de chez eux, ils ont un mec qui vend à la sauvette des faux sacs Dior que lui, il a dans la vitrine, ou des légumes que lui, il vend également. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on veut que les gens respectent, il faut que le kilomètre zéro soit respecté. Voilà, exactement. Pauline Landais-Barraud, suite à cette décision du préfet de police de Paris d'aller mener un certain nombre d'opérations de contrôle, est-ce qu'on sait ce qui va effectivement être contrôlé ? Est-ce qu'on doit s'attendre à un certain nombre d'amendes, ou est-ce qu'on va être plutôt dans quelque chose de l'ordre de la prévention pour essayer de cartographier finalement les risques ? Alors ça, vraiment, je l'ignore. J'ai posé la question à la préfecture de police de Paris, savoir s'ils allaient accélérer et à quel point ils allaient accélérer les contrôles, savoir si ça serait systématique tous les ans. Bon, j'ai pas eu de réponse pour l'instant, mais moi j'ai le sentiment que le préfet, monsieur Patrice Faure, a voulu un peu montrer, taper du poing sur la table, montrer qu'il était là, qu'il connaissait, qu'il allait sans doute agir, mais j'ai pas l'impression que les contrôles n'étaient pas déjà menés. J'ai parlé avec un certain nombre de professionnels, je crois qu'ils sont déjà très régulièrement contrôlés, donc je dis pas que c'est que du vent, mais c'est une Faudrait voir maintenant si ça va déclencher un truc plus régulier, plus sérieux. Et moi, je voudrais vous rappeler 2 articles du Code de la santé publique. Le 3342-1, le 3342-3,
qui régissent l'accès à un établissement de nuit, à une discothèque. En France, si vous acceptez quelqu'un de moins de 16 ans, et si vous, entre 16 et 18 ans, doit être accompagné d'un tuteur, un établissement qui accepte un enfant de moins de 16 ans dans son établissement de nuit ou en discothèque, il est en fermeture, si ça se sait, si ça se contrôle, il est en fermeture administrative dans la demi-heure qui suit. Il perd son commerce. Vous pensez aux nombreux jeunes qui La étaient consommation présents d'alcool en France, c'est 18 ans. Alors vous allez me dire, oui, on connaît à tel exemple. Mais ceux-là, il faut les fermer. Moi, je vous le dis. Oui, mais alors, et je ne le défendrai pas, il faut les fermer. En guerre avec les fêtes sauvages. Pendant le Covid, tous nos établissements étaient fermés. Ils louaient en Airbnb des appartements et ils faisaient open bar sur 100 balles, la première ligne gratuite. Et voilà, le drame, c'est que ça. C'est que demain, on peut rentrer dans un établissement pour le fermer. On ne peut pas rentrer dans un appartement privé pour arrêter une fête payante et sauvage. Je termine sur un sujet. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées autour du fait que les propriétaires de cet établissement en Suisse sont en liberté. Tout le monde dit, mais ça n'aurait pas été le cas en France. Ils auraient été tout de suite interpellés par notre système judiciaire, par nos forces de police. Est-ce que c'est normal qu'on s'inquiète de les voir encore en liberté? Je pense que, M. Gomez l'a dit tout à l'heure, vous prenez une feuille, vous faisiez des croix vertes, des croix rouges, cet établissement, il n'y a que des croix rouges. Il n'y a que des croix rouges. Donc, il n'y a pas vraiment de doute, pardon. Même si, évidemment, l'enquête doit être menée jusqu'au bout. Oui, mais enfin, il n'y a aucun doute. Mais les surprises vont arriver. Hein. Les mauvaises surprises. Et on le voit, le travail journalistique se fait, le travail de l'enquête se fait. Il n'y a que des croix rouges. Donc, je pense qu'ils vont avoir... On s'interroge. Non, je pense que leur vie va être compliquée à partir d'aujourd'hui, d'avoir... quand même d'avoir causé. Moi, je ne pense pas beaucoup à eux. Je pense surtout aux victimes et ceux qui sont meurtris dans leur chair, parce qu'être brûlés, c'est des horreurs pendant des années. Des années. Il y en a qui sont défigurés. La nécessité de se prémunir de ces risques et de mener ces opérations qui sont aujourd'hui diligentées par le préfet de police. Aucune ligne de sécurité. Ils ont faux. Et pour rassurer ceux qui nous écoutent, c'est moins le cas en France, on court moins de risques, notre législation est exigeante, et notamment dans les établissements qualifiés. Mais on l'a dit tout à l'heure et on tient le même discours. Soyez responsables. Quand vous rentrez dans un établissement, regardez. Moi, quand je ne me sens pas en sécurité, je m'en vais. Aussi bien avec la clientèle, si la clientèle n'est pas sécure, parce que maintenant, il faut faire attention aussi à ça. Les gens qui sont autour, parce que quand vous êtes dans un lieu fréquenté par des gens infréquentables, vous êtes à la merci de prendre un coup de bouteille, un coup de couteau, et voilà. Donc, et pour éviter le danger, fuyons. Et on pense évidemment aux victimes de ce terrible incendie à Crans-Montana. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents en plateau. Merci de nous donner la parole et que j'espère qu'on va pouvoir faire bouger les choses et que les pouvoirs publics, et moi je salue l'UMI, donc je suis à l'UMI depuis toujours, c'est le syndicat qui s'est le plus battu et qui a fait le plus bouger les choses et on a beaucoup travaillé ensemble. Et ils se donnent du mal, tous les membres de l'UMI, et je pense que les pouvoirs publics doivent nous écouter, nous donner rendez-vous et nous demander notre avis. C'est d'ailleurs ce que vous demandez, Franck Delvaux, dans le cadre de cette affaire. Demandez-nous, on va vous ouvrir les yeux. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. Paris est le théâtre de notre fascination, aussi vivace que maladroite pour l'Égypte antique. Une promenade dans la capitale à la rencontre de ces destins de momies et de ces histoires méconnues auxquelles une égyptologue passionnée redonne vie avec beaucoup de rigueur et énormément de poésie. Elle est sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour nous en parler et nous présenter cet ouvrage. Angèle Astienne, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'autrice de ce livre, Promenade égyptologique dans Paris. Dans le prologue, vous nous parlez d'une petite fille qui se rend au Louvre et qui découvre un homme momifié. Elle en est tout de suite assez intriguée et puis elle revient. Cette jeune fille qui est devenue une femme, c'est vous. Cette passion, comment est-ce qu'elle est née? Comment est-ce que vous l'avez cultivée? Alors, elle est vraiment née ici à Paris. J'étais toute jeune, je pense, comme beaucoup d'enfants. Je suis tombée dans l'Égypte ancienne avec l'enseignement à l'école. Et puis, c'est souvent un rêve d'enfant qui passe et ça ne m'est vraiment pas passé. Et c'est à la découverte des musées, mais aussi des villes de Paris que j'ai continué ce rêve d'enfant. Qu'est-ce qui vous anime depuis toujours dans cette civilisation et son étude? Qu'est-ce qui vous plaît? Quand j'étais jeune, c'était vraiment le côté magique et mystérieux, les dieux égyptiens. Mais finalement, avec le temps, c'est l'histoire de l'égyptologie qui m'a passionnée. C'est les grands personnages, c'est les découvertes, bien sûr, mais aussi les parts d'ombre. Mais c'est surtout la période un peu plus récente.
Comment et quand est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait énormément de connexions entre cette Égypte antique, cette Égypte ancienne et puis notre capitale, Paris ? Alors je pense qu'à Paris, on a bien sûr l'exemple du musée du Louvre, mais aussi la place de la Concorde et son obélisque. Ce sont des exemples très visibles, en effet. Oui, tout à fait. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, ce sont les histoires un petit peu moins visibles. Et c'est quand j'ai fait mes études, ma recherche doctorale, que j'ai trouvé toutes ces petites histoires. Et puis finalement, quand je me promenais dans Paris, eh bien, je ne pouvais plus regarder Paris de la même façon. Et c'est ces histoires que j'ai voulu retransmettre. Ce qui est génial, c'est que vous nous proposez une promenade dans Paris, une promenade qui est très documentée. Je parlais de rigueur tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a énormément d'archives. On sent que c'est un travail de fourmi, un travail extrêmement minutieux qui vous a permis d'en arriver à ce degré de détail. Et puis, il y a beaucoup de poésie. On sent que vous vous êtes fait plaisir, que vous avez utilisé votre plume pour nous faire vivre aussi. Vous avez parlé tout à l'heure de magie et de mystère. C'est vrai que c'est des univers qui nous fascinent. C'est une civilisation qui nous fait rêver. C'était important pour vous d'être à mi-chemin entre, c'est vrai, cette lecture plaisir et puis en même temps, on apprend énormément de choses. Oui, vraiment. Moi, je suis chercheuse de formation, donc j'ai fait un doctorat et un post-doctorat sur le sujet, mais je me suis rendu compte que beaucoup d'ouvrages qui parlent de sujets de côté éthique, par exemple, de problèmes, de tout n'est pas si beau dans l'égyptologie ou dans les musées ou dans l'histoire, eh bien finalement, il n'y avait pas vraiment de livres qui faisaient les deux, qui faisaient de la recherche rigoureuse et puis aussi qui avaient le côté poétique, parce que si on veut parler au public de sujets un peu difficiles, parfois il faut y aller par la poésie et par la promenade. Et ce qui est génial, c'est qu'on découvre, et vous le dites très bien, une part d'ombre finalement de cette étude de l'égyptologie qui est le produit finalement d'énormément de maladresses, parmi lesquelles un certain nombre de récits effacés, des archives qu'on a perdues, puis retrouvées, puis reperdues, des expos un peu loufoques, des momies abandonnées. Comment est-ce qu'on l'explique ? C'est parce qu'il y avait une forme de fascination, on trépignait d'impatience, on faisait les choses trop vite, ça vient de quoi ? Alors, je pense que dans l'histoire, c'est souvent le cas, en fait. Moi, je sais que j'étais toute jeune quand j'ai commencé mes études et c'était un petit peu une déception parce que finalement, on nous vend une histoire de l'égyptologie qui est belle, qui est faite d'aventures, de succès. On nous parle même de l'expédition de Napoléon comme un succès, puis finalement, c'est pas tout à fait ça. Hein. Et finalement, c'est ce qui m'a intéressée, c'est de me rendre compte que, en fait, l'histoire, elle est complète que si on parle aussi des parts d'ombre. Et quand on parle d'égyptologie, vraiment, on est obligé d'en parler parce que eh bien, ces objets, ces corps momifiés, s'ils sont en France, c'est qu'il y a eu quand même des extractions, c'est qu'il y a eu des translocations. Et puis, la relation entre la France et aussi l'Angleterre avec l'Égypte, elle n'a pas toujours été facile, elle n'a pas toujours été égalitaire, elle n'a pas toujours été d'une nature positive pour l'Égypte. Et puis, l'histoire des musées, ce n'est pas toujours une très, très belle histoire. Et en tout cas, c'est complexe. Et c'est cette complexité que je voulais vraiment traduire. Cette complexité que vous diluez dans ces promenades, la promenade qui commence sous l'obélisque de la Concorde. On va parler un peu de ce monolithe. Qu'est-ce que c'est que ce monolithe qu'on appelle cet obélisque de la Concorde ? Et moi, je trouve que l'obélisque de la Concorde, c'est vraiment le monument le plus évident, le plus visuel. On ne peut pas le rater, il est avec très beau. Avec ses hiéroglyphes apparents. Oui, tout à fait. Et pourtant, c'est tellement facile de passer devant et de finalement ne pas se demander comment est-ce qu'il a atterri ici et quel voyage incroyable qui a mis plusieurs années pour que ce monolithe, donc c'est vraiment la représentation d'un rayon de soleil figé qui se trouvait à l'entrée d'un temple. Hein, ils étaient toujours par paire. Eh bien, en fait, ça a été une aventure assez incroyable pour le faire venir d'Égypte à Paris, et tellement incroyable, tellement compliqué que finalement, l'Égypte nous avait offert les deux. Et puis, on a rendu le deuxième. Pourquoi est-ce qu'on a rendu le deuxième ? Assez récemment. C'était très, très compliqué à faire venir. À l'époque, surtout avec les moyens, c'est très lourd, c'est très encombrant. C'est un voyage pharaonique, sans mauvais jeu de mots. Et puis, en fait, c'est très fragile. Oui, tout à fait, c'est pharaonique. On oublie qu'en fait, c'est très fragile. Il a fallu l'abattre. Il a fallu ensuite l'installer sur la place de la Concorde. Et finalement, on a renoncé au deuxième, qui donc est resté en Égypte. Et ça donne un certain nombre d'anecdotes aussi qui nourrissent évidemment ce livre. Ce voyage qui en croise un autre, celui d'un chef d'État arrivé en grande pompe au Bourget, accueilli avec tous les honneurs. Je pense évidemment à Ramsès II. Ça fait partie des grands moments de l'Égypte antique à Paris. Oui, moi, c'est une histoire que j'aime beaucoup raconter parce que Ramsès II a fait un voyage assez incroyable puisqu'il a été ramené à Paris pour être soigné, en quelque sorte. Puisqu'il avait des parasites. Mais je trouve que c'est une histoire très humaine parce que c'est la façon dont il a été accueilli comme chef d'État. Il y avait beaucoup d'émotions oui, à Paris. Exactement. Et puis aussi Christiane Desroches-Noblecourt qui donc avait demandé à ce que le taxi, le moyen de transport finalement fasse le tour de l'obélisque pour qu'ils soient réunis puisque c'était l'obélisque de Ramsès II. C'est joli, ces connexions qu'on a créées à Paris. Oui, très émotionnel. Et je pense que quand on parle d'objets et quand on parle de momies, surtout, on manque un peu de côté émotionnel. Et donc c'est une histoire qui est pleine d'émotions, je trouve.
C'est difficile, évidemment, de ne pas penser aux pyramides du Louvre, qui sont assez différentes des pyramides qu'on peut découvrir en Égypte, bien sûr, mais c'est un symbole équivoque de notre fascination toute parisienne pour l'Égypte antique. On les voit à l'image. Quelle est leur histoire et qu'est-ce que ça représente pour ce musée? Vous l'avez dit au début, vous, votre histoire d'amour pour l'Égypte, elle est finalement née dans les musées, née au Louvre. Cette connexion qui est visible, finalement, qu'est-ce qu'elle raconte de notre histoire? Moi, je trouve que c'est toujours intéressant parce que l'architecte a assez souvent nié qu'il y ait une connexion directe ce qui paraît complètement dingue, d'ailleurs. Avec l'Égypte. Oui, tout à fait. Mais je trouve que c'est intéressant parce que finalement, c'est ce qui paraît le plus visuellement représentatif de l'Égypte avec l'obélisque. Finalement, ça ne le serait pas vraiment. Et puis, à côté de ça, on a dans Paris plein d'autres éléments qui, eux, ont un lien avec l'égyptologie et qui sont invisibles, en fait. Complètement niés, oui, devant lesquels on passe peut-être tous les jours sans le savoir. Et c'est ce qui m'intéressait, c'est finalement ce côté un petit peu, peut-être que tous les jours, vous vous promenez dans une rue, il y a une histoire de l'égyptologie que vous ne connaissez pas. Vous nous emmenez chez un homme assez incroyable, chez Denon, un personnage qui est important dans l'histoire de l'égyptologie. Il fait partie d'ailleurs de ces étranges personnages qui gardent une tête momifiée sur leur étagère. C'est un vrai de vrai, quoi. Ah oui, Denon, je pense que c'est un personnage assez incroyable. Ça m'a toujours étonné que jusqu'à cette année, il n'y ait pas de film sur son histoire. Et il y en a eu un très récemment, mais c'est vraiment un personnage incroyable. Pas juste pour l'égyptologie, mais pour l'histoire des musées, de la politique, de la diplomatie. Il était très loufoque. Qui a fait dire à Lady Sydney Morgan, c'est vous qui le citez dans cet ouvrage, « Aucun particulier ne possède à Paris une collection d'objets relatifs aux arts et aux antiquités aussi curieuse, aussi variée et aussi singulière que celle que renferme l'hôtel du baron Denon. C'est un morceau d'Égypte à Paris. » Oui, vraiment. Et d'ailleurs, en fait, quand elle visite sa collection, c'est pour aller voir un pied momifié que Denon a ramené d'Égypte. Et ça, c'est assez génial d'imaginer déjà cette fascination à l'époque pour ces objets venus d'Égypte. Grâce à vous, on découvre des morceaux d'Égypte un peu partout, même à Rueil-Malmaison, où l'on croise l'histoire de Napoléon et Joséphine. Racontez-nous. Alors moi, c'est vraiment ma partie préférée parce que j'ai grandi dans la banlieue parisienne et finalement, je ne savais pas toute jeune, alors que j'étais passionnée d'égyptologie, que juste à côté, il y avait donc le château de Joséphine de Beauharnais, qui est toujours visitable aujourd'hui, mais qui donc contenait beaucoup d'objets égyptiens et puis aussi des momies égyptiennes, ce qui est assez incroyable d'imaginer. Pourquoi? Parce qu'elle était elle-même fascinée ou par un concours de circonstances? Oui, tout à fait. Non, Joséphine, alors bien sûr, Napoléon est allé en Égypte, mais il a ramené très peu d'objets, mais il a ramené par contre ce goût pour l'égyptomanie, ce qu'on appelle, et c'est vrai, ce goût à l'égyptienne. Et Joséphine avait quelques objets, mais notamment, oui, dans son cabinet de curiosité, on imagine des animaux, des plantes, et en fait, non, il y avait des momies égyptiennes. Vous avez parlé tout à l'heure de tous ces endroits où l'on passe peut-être quotidiennement et où l'on oublie, où on ne voit pas tout simplement qu'il y a des traces d'Égypte. Est-ce que vous avez des endroits singuliers à nous révéler, ceux qui sont par exemple présents dans cet ouvrage, où on peut retrouver un morceau d'Égypte dans les rues de Paris? Oui, moi je pense toujours à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois et donc face au musée du Louvre. Eh bien, il y a donc cette grande route. Aujourd'hui, c'est assez difficile d'ailleurs de traverser. Ça fait pas dire. Et en fait, auparavant, c'était un jardin qui appartenait donc au Louvre. Et ici, ont été enterrés 2 corps de momies égyptiennes qui devaient être exposés dans le musée lors de la création sous Champollion et qui se sont décomposés. Juste avant l'ouverture du musée, 2 petits corps égyptiens. Et elles se sont tellement décomposées qu'en fait, il a fallu les enterrer et les couvrir de chaux pour empêcher les exhalations. C'est ce que la lettre nous dit. Et donc, elles ont été enterrées dans ce qui était un jardin et ce qui aujourd'hui est une route. Bien sûr, rien n'a été conservé, mais à chaque fois que je traverse cette route, je pense y pensez finalement à ces 2 petits corps qui ont été enlevés de leur tombe pour finalement ne pas du tout être exposés au public, au musée, et pour avoir une fin un petit peu sordide. Est-ce qu'ils sont signifiés par quelque chose ou pas du tout? Non, ça remonte à 1827. Donc à l'époque, c'était pas une pratique. L'éthique, c'est vraiment quelque chose d'assez récent. D'assez récent, en effet, en la matière. Je pense aussi à la fontaine du Fella. Oui, tout qui à est fait. un exemple magnifique. Qui a été restauré récemment et qui est magnifique, oui, tout à fait. Et ça, qui nous permet d'avoir vraiment cette... Pardon, mais là, on a l'impression d'être propulsé sur un autre continent et dans un autre pays. Hein. Oui, et ça, c'est vraiment un exemple d'égyptomanie pour le coup. Et donc, c'est une sculpture qui reprend des éléments égyptiens et qui est avec aussi, goût ou... particulièrement inventive. Elle est belle, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Pour les Égyptiens anciens, je pense que ça aurait été assez étonnant. Il y a la sculpture du Nil aux Tuileries, oui, qui est absolument magnifique pour le coup. Et que beaucoup ne pensent pas à cette sculpture parce qu'elle n'a pas une esthétique très égyptienne. Tout à fait. Mais pourtant, oui. Je l'ai découvert dans votre ouvrage et je n'avais jamais fait le lien avec l'Égypte antique. Pourquoi est-ce qu'elle est directement liée finalement ?
C'est pareil, ça fait partie de ces sculptures qui ont une inspiration. C'est ce qu'on appelle le retour d'Égypte, mais elle est très très belle. Et je pense que c'est un élément que beaucoup de personnes auront vu et n'auront jamais fait le lien avec l'Égypte. Et pour ceux qui sont un peu moins courageux et qui ont envie d'aller chercher au plus simple, il y a le passage du Caire. Oui, tout dans à fait. lequel on trouve la tête d'Hathor sur la façade. Oui, c'est un passage qui est assez incroyable, qui a été abandonné très vite finalement, mais qui a gardé sa façade magnifique et assez étonnante. Pour moi, c'est un lieu que j'aime beaucoup parce que c'est la déesse Hathor qui m'a fait aimer l'Égypte. C'est vrai ? Quand j'étais toute jeune, oui, tout à fait. Donc c'est un lieu avec lequel vous entretenez un lien affectif particulier. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui me fait tiquer. Vous avez parlé finalement de ce lien qu'on entretient avec une certaine idée de ce que l'Égypte peut représenter et de l'affection qu'on y porte ou non. Derrière, il y a aussi une idée d'esthétique. Oui, tout à fait. Et c'est cette esthétique aussi que certains ont cherché à copier, à reproduire, à dupliquer. Oui, quand on voit vraiment le retour d'Égypte, même les collections de Joséphine de Beauharnais, j'en parle dans le livre, il y a vraiment cette collection de porcelaine, de tasses à thé qui finalement n'ont en tant qu'objet rien à voir avec l'Égypte ancienne et qui reprennent ce côté esthétique et qui sont assez magnifiques d'ailleurs. Porcelaine de Sèvres et d'autres manufactures françaises que l'on peut visiter toujours à Rueil-Malmaison. En racontant cette histoire égyptologique de Paris, vous racontez, vous l'avez dit tout à l'heure, une histoire aussi de l'oubli, de ces choses qu'on a oubliées, à côté desquelles on est passé. Est-ce que c'est une manière aussi de rendre leur lettre de noblesse à ces différents éléments que de produire un livre comme celui-ci pour vous ? Pour moi, ce qui était important, c'est justement, on parle beaucoup d'esthétique et puis finalement, on ne parle pas beaucoup des parts d'ombre et on ne parle pas beaucoup aussi des histoires qui sont plus compliquées. Donc, je parle aussi de toutes ces histoires qui se passent sur l'exposition des corps, sur les expositions problématiques de corps vivants. On en parle un peu plus en France, mais ces expositions dans les jardins publics de Paris, par exemple, eh bien, on ne fait pas forcément... Il n'y a pas si longtemps, hein. Il faut absolument le préciser parce que c'est important de le rappeler. C'est pas du tout de l'époque de Napoléon, c'est beaucoup plus récent. Et c'est vrai que l'exposition des corps, c'est aussi un lien avec l'égyptologie que l'on ne soupçonne pas forcément, mais les momies égyptiennes, notamment, ont fait partie d'études beaucoup plus problématiques, qui sont des études sur l'origine raciale des peuples. Et c'est des histoires, moi, c'est mon travail de chercheuse, et c'est vraiment ce que je voulais intégrer, parce que je pense que si on fait une promenade égyptologique, et même si on fait une promenade poétique, il faut quand même aussi ne pas se voiler et parler vraiment de toutes ces questions qui sont un peu plus complexes. Et puis finalement, ça remet aussi l'égyptologie au cœur d'autres disciplines, hein, comme l'ethnographie, comme la science. Aujourd'hui, on fait beaucoup d'études médicales sur les momies, par exemple. Donc il y a vraiment beaucoup d'autres choses que juste le côté esthétique et le côté rêveur. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éthique est acquise ? Non, bien sûr que non. Il y a beaucoup de travail. Mais aussi parce qu'une éthique, par exemple, si l'on parle des momies égyptiennes, une exposition complètement éthique, ce n'est pas possible. C'est un paradoxe, puisque ce sont des corps qui ont été déplacés, ce sont des corps qui sont exposés. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement pas une éthique parfaite, mais c'est plus de conversation, plus de communication. Et donc, ça bouge un petit peu. C'est vrai qu'en France, c'est arrivé beaucoup plus tardivement, ces questionnements, par rapport à l'Angleterre, où j'ai travaillé et où j'ai fait mes études. Mais on ne cherche pas une éthique parfaite, mais par contre, on cherche beaucoup plus d'émotions. De discussion, de débat et d'émotions. Oui. Et c'est une excellente occasion de commencer avec ces promenades égyptologiques dans Paris. C'est un ouvrage magnifique avec des très belles photos, des très beaux dessins, énormément d'archives. Et je le disais tout à l'heure, c'est écrit avec beaucoup d'amour, de passion et de poésie. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on passe tout de suite à la conso. Tous les ans, c'est à peu près la même histoire. Noël est synonyme de cadeaux, pas toujours réussis, chaussettes ridicules que vous ne porterez jamais, livres en doublon, pulls au design douteux. Bref, la période qui suit Noël est souvent la période des retours en magasin et puis des échanges et négociations. On va en parler avec vous, Cyril Brosset. Vous êtes chef de rubrique Nouvelles Technologies chez UFC Que Choisir. C'est vrai qu'on est assez nombreux à vouloir revendre, échanger, troquer ou nous débarrasser d'une partie de nos cadeaux. C'est un phénomène qui grandit. Oui, apparemment, chaque année, il y a de plus en plus de monde qui cherche à se débarrasser de ces cadeaux, soit parce qu'ils l'ont en double, soit parce que ça ne leur plaît pas, et ils préfèrent l'échanger contre quelque chose qui leur convient mieux. Est-ce que la législation en la matière nous est favorable ? La législation, elle est la même à Noël que le reste de l'année. Oui, il n'y a pas de conditions dérogatoires, très peu. Pas du tout. Après, il y a des magasins ou des commerces en ligne qui font plus d'efforts à l'occasion de Noël. Par exemple, qui allongent les délais ? Exactement, il y en a qui allongent les délais, il y a des magasins qui acceptent les retours alors qu'ils ne les acceptent pas d'habitude. Quand ils l'indiquent quelque part,
c'est possible. Là, vous avez le droit de retourner votre objet. S'il l'indique pas, par contre, c'est la législation habituelle. Donc, pas de retour en magasin. Et sur Internet, vous avez quand même un délai de rétractation de 14 jours à partir de la réception du colis. Ça veut dire de la réception par celui qui vous a offert le colis et pas quand vous l'avez reçu. Question pratique, est-ce que tout ça implique qu'on ait eu le courage de demander à la personne qui nous offre le cadeau un ticket, un reçu, un ticket cadeau, enfin quelque chose pour l'échanger, quoi? Bah oui, forcément, parce que vous devez savoir. Pas passer entre les radars. Vous devez savoir déjà qui l'a vendu, ce cadeau, et puis pouvoir identifier, certifier que vous avez bien l'objet qui a été vendu par ce marchand. Donc il faut donc assumer son désamour pour le cadeau offert, pas évident. En tout cas, il n'y a pas vraiment d'autre moyen que de se rapprocher de la personne qui vous l'a offert pour demander un ticket ou au moins savoir où elle l'a acheté. Ouais. On est d'accord que si la personne en question n'a pas gardé le ticket de caisse suite à l'achat, c'est fichu. Ça dépend. S'il y a certains magasins quand même qui acceptent de rechercher dans leurs archives, c'est assez rare, je vous l'avoue. Et puis sur Internet, il y a toujours une trace quelque part. Donc en principe, cette personne a des traces de l'achat. En magasin, on va rappeler la procédure. C'est vrai qu'on n'a pas arrêté de dire avant les fêtes à quel point il était important de soutenir nos commerçants, et notamment à Paris, dans le centre de Paris, où certains ont été très impactés par le e-commerce. Est-ce qu'on peut rappeler la procédure en magasin? Vous l'avez dit, normalement, pas de retour en magasin. Est-ce qu'il y a des échanges parfois qui sont proposés? Alors, si le commerçant n'indique rien, la base, c'est qu'il n'y a pas de retour en magasin. Si par contre, il y avait un petit écriteau au moment de l'achat qui indiquait qu'à l'occasion de Noël, par exemple, les retours étaient possibles, ou les échanges, ou les remboursements, là, etc. Dans ce cas-là, effectivement, elle est obligée de tenir sa parole. Alors pour les achats à distance, vous l'avez dit, on dispose de 14 jours pour se rétracter, 14 jours ensuite pour retourner à nos frais le produit en question, même si on avait pris l'option envoi et retour gratuit? Alors dans ce cas-là, le marchand peut vous rembourser seulement les frais de livraison sur la base du tarif normal. Ça, il peut le faire, mais par contre, vous devrez quand même payer à vos frais les frais de retour. Ou parfois nous envoyer, ça a été mon cas, une étiquette déjà intégrant un retour finalement. Oui, alors il y a de plus en plus de commerçants qui simplifient la procédure, qui savent bien qu'il y a beaucoup de retours. Il y aura beaucoup d'échanges et de retours. Ces commerçants, et dans ce cas-là, soit ils mettent l'étiquette directement, soit ils simplifient la procédure au maximum. Mais il y en a toujours d'autres qui complexifient. Et il faut appeler le service client, etc. Avec des lignes sursaturées en cette période, c'est toujours très agréable. Ouais. Alors ce qu'il faut faire vraiment, c'est envoyer un mail, quelque chose. Une trace écrite. Voilà, une trace écrite du fait que vous voulez vous rétracter. Après, si le commerçant fait la fine bouche, vous pourrez au moins prouver que vous avez envoyé ce mail et que vous avez émis votre volonté de vous rétracter à cette date-là. Quand est-ce qu'on peut espérer voir le remboursement effectif sur son compte ? En général, quand c'est sur Internet, le commerçant a 14 jours encore pour vous rembourser. Alors en principe, c'est 14 jours à partir... 14 jours, c'est le chiffre magique. Oui, c'est facile. C'est très simple. Et en général, il attend quand même de recevoir le produit, au moins une preuve d'envoi. Et à partir de là, il a 14 jours pour vous retourner l'argent. Alors maintenant, on change de configuration. On admet que le cadeau en question est non conforme. C'est pas ce qu'on avait pris. J'avais commandé un pull bleu en laine, je reçois un pull vert en cachemire. Oui, là c'est une configuration complètement différente. Donc là, le marchand est tenu de vous le reprendre. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas à payer les frais de retour. Donc en principe, parce que c'est pas de notre faute. Parce que c'est pas de votre faute, effectivement. Est-ce que ça marche aussi comme ça pour des jouets, par exemple, qui fonctionneraient pas ? Oui, bien sûr. Oui. Tout ce qui n'est pas conforme à ce que vous aviez commandé peut être renvoyé. Et dans ce cas-là, le marchand est tenu de vous le changer ou de vous le rembourser. Et il n'a pas à vous complexifier la procédure en vous disant d'aller voir le fabricant parce que c'est lui qui va procéder à l'échange, etc. C'est à lui d'assumer. Pareil, s'il y a eu des retards de livraison, si le cadeau n'est pas arrivé à temps, et il ne peut pas vous diriger vers le transporteur, c'est à lui, le marchand, d'assumer le fait que vous n'avez pas reçu votre cadeau à temps. Vous savez qu'il m'est arrivé une histoire incroyable. J'ai reçu un produit électronique qui ne fonctionnait pas, qui ne fonctionnait pas bien, dont toutes les fonctionnalités n'opéraient pas. On m'a dit de le garder et on m'a remboursé.
Oui, alors ça arrive aussi de plus en plus. En fait, ça leur coûte plus cher parfois Oui, de le recevoir. récupérer le C'est ce que je me produit, de suis le dit. renvoyer, etc. Et vous le gardez. J'ai compris que j'avais pas fait une énorme affaire après tout, mais on va parler d'un autre cas de figure qui est important, puisqu'il y a eu de nombreux retardataires au moment des cadeaux qui ont découvert avec beaucoup de bonheur cette petite banderole qui clignote et qui disait « Ne vous inquiétez pas, vous serez livré avant Noël, livraison garantie avant Noël », jusqu'à même des commandes parfois incroyables. Hein, le 22, le 23, on pouvait encore commander et espérer être livré avant Noël. Qu'est-ce qui se passe quand ça n'a pas fonctionné? Est-ce qu'on peut être remboursé? Alors, déjà, le premier conseil, c'est de ne pas trop jouer à ça, quoi. Franchement, commander le 23 pour le 24, même si on vous le promet, c'est dangereux. Par contre, effectivement, si le site vous a assuré que vous alliez le recevoir pour Noël et qu'il n'a pas respecté le délai, bah, c'est un motif pour annuler la vente et obtenir le remboursement, le renvoi si vous l'avez quand même reçu avec retard. En principe, c'est pas le cas, mais quand la date est vraiment un élément important pour vous, eh bien, vous pouvez demander le retour et le remboursement gratuit. Est-ce que ça implique d'avoir été précautionneux et d'avoir fait un petit screenshot de ce bandeau défilant en préalable? Oui. Ouais, c'est toujours mieux parce qu'après, le marchand, il peut toujours dire ce qu'il veut. Non. Donc, effectivement, vaut mieux, dans ce cas-là, garder un maximum de preuves. De toute manière, c'est pareil pour tout. Quand vous recevez un produit défectueux, prenez-le en photo. Quand vous le renvoyez, prenez-le en photo. Le bon de renvoi, gardez-en une copie. Vraiment, gardez une trace de tout ce que vous faites, tout ce que vous voyez. Éventuellement, si vous ouvrez un colis, que vous n'êtes pas sûr parce que le carton est un peu abîmé, peut-être prenez en photo ou filmez l'ouverture du colis. Ça vous fait des éléments de preuve qui pourront vraiment vous servir pour la suite. Des éléments de preuve qu'on va être amené à communiquer à qui? Dans quel cadre? Eh ben, c'est au marchand. Et si vraiment le marchand il refuse, extrêmement désagréable et qui n'est pas coopératif. Eh ben, dans ce cas-là, il y a toujours un médiateur, un service de médiation. Il est censé en avoir un en tout cas. Donc il faut saisir ce service de médiation. Et puis sinon, si vraiment ça ne marche pas, c'est le médiateur à la consommation? Alors chaque marchand doit proposer un médiateur à ses clients. Et il y a son nom dans ses conditions générales. Donc vous pouvez le saisir. Et c'est les toutes petites lignes, hein, les conditions c'est les petites lignes, mais quand vous voulez chercher, on le trouve. Faut mieux les trouver. Ouais. Et puis sinon, c'est la DGCCRF, la répression des fraudes, ou carrément une plainte. Mais bon, ça il faut avoir acheté un très très gros cadeau. Ah ouais, quand même. Quand on a épuisé tous les recours, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'on peut toujours revendre ce cadeau sur Internet. Ça se fait de plus en plus. Oui, complètement. Ça se fait de plus en plus. Il faut accepter une petite décote. Pourquoi pas? Oui, à la rigueur, s'il est neuf et un peu introuvable, ça peut même, vous pouvez peut-être même augmenter le prix. Mais effectivement, il y a de plus en plus de gens qui les revendent. Est-ce que c'est parfaitement immoral de faire ça? Bah non. Non, mais parce qu'il y en a énormément et on le voit sur les sites de seconde main, des sites comme Vinted, comme Le Bon Coin, comme eBay, où finalement, après Noël, c'est une véritable explosion de mise en ligne de produits. Oui, écoutez, ça évite plutôt que le produit il dorme au fond d'un placard. Franchement, ça fera peut-être plaisir à quelqu'un d'autre. Vous, ça vous fera un petit peu d'argent. Vous pourrez racheter ce que vous voulez nous plaît vraiment. Moi, ça ne me dérange pas du tout. En fait. C'est un bon moment donc pour acheter après Noël. Ouais, vous pouvez peut-être faire des bonnes affaires avec des produits tout neufs et pas si chers. Et pas si chers, parfois reconditionnés, en tout cas renvoyés par quelqu'un qui n'en voulait pas. Merci beaucoup Cyril Brosset de nous avoir renseigné sur ces cadeaux de Noël dont vous souhaitiez absolument vous débarrasser. Maintenant, vous n'avez plus aucune excuse pour garder ce pull moche qu'on vous a offert à Noël. Un grand merci d'être venu nous en parler sur le plateau au nom du FC Que Choisir. Et moi, je vous dis à demain dans Bienvenue en Ile-de-France et je vous souhaite une excellente soirée sur le Figaro TV. À demain.